Au Moyen Âge, les tables pliaient sous la nourriture, mais tout ne ressemblait pas à un festin de contes de fées. Imaginons une pièce paysanne sombre. La famille est assise autour d'un bol de bouillie épaisse et de pain rassis. Pas de pommes de terre, pas de tomates ni de poivrons. Ces aliments étaient alors inconnus en Europe. À la place du sucre, seulement du miel, à la place du café, de la bière ou du vin coupé d'eau. À l'époque médiévale, on mangeait des plats qui, de nos jours, pourraient nous soulever le cœur. La nourriture était simple, monotone et parfois même dangereuse pour la santé. Et lorsque les temps étaient durs, on pouvait trouver sur l'assiette de l'écorce d'arbre ou des choses que nous n'oserions jamais porter à notre bouche aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous découvrirez quels étaient les pires plats que les gens du Moyen Âge mangeaient vraiment et pourquoi. Nous apprendrons ce que nos ancêtres devaient avaler en temps de famine, quels goûts étranges et recettes bizarres étaient alors normaux et de quoi pouvaient bien se nourrir pauvres comme riches. Nous dévoilerons bientôt à quel point les gens devaient être désespérés pour faire du pain avec des glands et de l'écorce, ainsi que les extravagantes friandises qui apparaissaient lors des festins aristocratiques, du cygne rôti jusqu'aux hérissons farcis. Préparez-vous à une excursion captivante et un peu dégoûtante dans la cuisine médiévale. Pour l'immense majorité des gens au Moyen Âge, la nourriture était avant tout un moyen de survie. Le pain et la bouillie de céréales constituaient la base du régime alimentaire. Le pain symbolisait la vie. Le mot lord, seigneur, signifiait à l'origine gardien du pain. Mais tout le pain n'était pas une miche blanche et moelleuse. Au contraire, le paysan ordinaire mangeait un pain noir, grossier, fait de seigle, d'orge ou d'avoine. Il était plein de son et dur à mâcher. Souvent, il durcissait au point qu'on pouvait à peine le croquer. Le pain frais était un luxe. La plupart du temps, il était mangé rassis ou vieux de plusieurs jours. Les croûtes dures servaient même d'assiettes appelées tranchées. Une vieille galette de pain imbibait la sauce et, à la fin, était soit mangée, soit donnée aux mendiants ou aux cochons. Lorsque la farine manquait, toutes sortes de substituts étaient mélangés à la pâte. Pois, fèves, écorce d'arbres hachées ou glands moulus. On peut imaginer ce goût, amer et âpre, mais pour un paysan affamé, même ce pain-là était une bénédiction. À cela s'ajoutait la bouillie et la soupe appelée pottage, un mélange de céréales, de légumineuses et de légumes qui cuisaient dans un chaudron au-dessus du feu. Il s'agissait en fait d'un plat universel, une bouillie épaisse dans laquelle on mettait tout ce que l'on trouvait sous la main. Matin, midi et soir, toujours la même chose. La monotonie du régime était épuisante en soi. Imaginez manger chaque jour de la bouillie d'avoine coriace, sans sucre, à peine salée, et la faire descendre avec une bière très légère. Aujourd'hui, cela nous semblerait être une punition. Mais l'homme médiéval se réjouissait d'avoir au moins quelque chose dans l'estomac. Les légumes poussaient certes dans les champs et les jardins, choux, carottes, oignons, ail ou navets. Mais les gens du Moyen Âge se méfiant des légumes et fruits frais. On croyait que les fruits crus étaient nocifs à la santé, voire toxiques. Les médecins de l'époque conseillaient de toujours tout bien bouillir. Ainsi, presque pas de salade. À la place, les feuilles de salade étaient mijotées. Les pommes étaient cuites au four, et même les quelques légumes ajoutés à la bouillie finissaient en purée boueuse. Les vitamines étaient ainsi détruites, mais les gens d'alors ne savaient rien de la nutrition. Ils suivaient la philosophie des 4 humeurs, et le conseil « ne mangez rien de froid et d'humide » avait du sens. Le résultat était une consistance pâteuse pour la plupart des plats, des légumes croquants. Impensable. Tout était mou, trop cuit et fade. Les pauvres ne mangèrent de la viande que rarement. Un paysan pouvait de temps en temps attraper un lapin ou élever une poule, mais la plupart des plats carnés étaient réservés aux grandes occasions. Le lait et les fromages étaient des plus accessibles. Cependant, le lait tournait vite. Il était donc surtout transformé en fromage blanc et en fromage. Les œufs des poules domestiques égayaient le menu, tout comme le poisson s'il y avait un ruisseau à proximité. Mais imaginons ce goût.
bouillie d'avoine, non salée, choucroute, pain de seigle dur, et peut-être un morceau de poisson salé. Rien d'alléchant pour nous, une réalité quotidienne pour eux. Dans cette vidéo, vous apprendrez cependant que le régime ordinaire n'était de loin pas le pire. Bientôt, nous verrons ce qui se passait lorsque même le nécessaire faisait défaut et que les gens devaient se rabattre sur des ingrédients véritablement désespérés. Le Moyen-Âge fut parfois frappé par des famines catastrophiques, où même les modestes repas quotidiens devenaient un luxe inaccessible. Lorsque les récoltes furent détruites et que la guerre apporta la faim, les gens mangeaient littéralement tout ce qu'ils trouvaient pour survivre. Les chroniques du XIVe siècle décrivent les horreurs de la grande famine de 1315 à 1317. Il pleuvait des semaines entières, les grains pourrissaient dans les champs et les réserves étaient épuisées. Les gens désespérés commencèrent par manger leurs animaux d'élevage, puis chassèrent les oiseaux, les rats et les chiens. Et finalement, selon certaines sources murmurées, il est même arrivé que des cas de cannibalisme surviennent. Les habitants auraient déterré des racines dans la forêt, fait des soupes d'herbes et, dans l'extrême désespoir, allèrent jusqu'à voler des nouveau-nés pour les manger. C'est un extrême qui donne froid dans le dos. La plupart de la population évita évidemment de telles horreurs, mais ils ont dû néanmoins manger des choses auxquelles, en temps normal, ils n'auraient même pas songé. Les années de famine ont appris aux gens une immense inventivité en cuisine. Quand il n'y avait plus de farine, on commençait à faire du pain avec des substituts, par exemple du pain de gland. Les glands, fruits du chêne, autrement réservés à la nourriture des porcs, étaient ramassés, séchés, puis moulus en une farine amère. Ils étaient mélangés à un peu de farine de céréales, si on en avait, et on façonnait des galettes. Le goût n'était pas fameux, les glands sont astringents, pleins de tanins, un pain qui resserrait la bouche. Mais il rassasiait. De même, des châtaignes, des pois, des baies ou des fougères étaient ajoutés à la pâte. Bref, tout ce que la nature offrait. Dans les pays nordiques, des cas sont recensés de pain, fait avec de l'écorce de pin. La partie tendre intérieure de l'écorce était séchée, puis moulue en farine. Le pain obtenu était dur, friable et avait un goût de résine. Mais dans les temps de crise, il sauvait des vies. Selon des témoignages en Scandinavie du XVIIe siècle, lorsque de tels aliments d'urgence étaient encore préparés, ce pain d'écorce provoquait des troubles digestifs et, à la longue, menait à la malnutrition. Le corps ne pouvait presque rien en retirer. Mais lorsqu'il fallait choisir entre mourir de faim et manger de l'écorce de bouleau, le choix était vite fait. Outre ces pains de remplacement, on mangeait des fruits sauvages et des plantes que personne n'aurait consommées autrement. Racines de fougères, chardons, faînes, glands grillés au feu, jeunes feuilles d'arbres. Les gens devenaient involontairement végétariens et cueilleurs. En Irlande, lors de la famine, on aurait même mangé de la mousse et les glandes des animaux. En Bohême, pendant les guerres, les paysans faisaient de la soupe avec du déchet de chanvre, résidu du traitement du lin et du chanvre, ou de la sciure. Imaginez une marmite bouillant une poignée de paille et un peu de boue. Tel était le désespoir qui régnait alors. Lors des sièges de ville, on mangeait même des objets en cuir. Les chroniqueurs décrivent au début les assiégés faisant bouillir des ceintures de cuir, des chaussures et des selles pour en extraire un peu de nourriture. Le cuir en ramollissant pouvait être mâché. Bien sûr, il y avait peu de calories dans le cuir, mais la sensation d'avoir avalé quelque chose devait aider à supporter la faim la plus terrible. La famine signifiait aussi une nette baisse de la qualité des aliments. Lorsque peu de céréales étaient récoltées, on moulait même le grain d'avarié. Ainsi, l'ergot, un champignon toxique du seigle, se retrouvait dans le pain. Les résultats furent des empoisonnements de masse connus sous le nom de feu Saint-Antoine, lors desquels les gens, après avoir consommé du pain moisi, souffraient d'hallucinations, de convulsions et mouraient parfois dans des douleurs atroces, comme brûlés par le feu. Quelle ironie tragique! Essayant simplement de se nourrir, ils étaient empoisonnés par le pain censé les aider.
En temps d'extrême détresse, les tabous sociaux tombaient. Des animaux habituellement jugés impurs ou non comestibles se retrouvèrent soudain à la broche. Chiens et chats, généralement considérés comme chasseurs de nuisibles ou gardiens, étaient abattus pour leur viande lors des famines. Vous imaginez que la misère peut vous forcer à rôtir votre propre chien. Pour l'homme médiéval, cela constituait un geste extrême, mais attesté. En période de faim, les gens tuaient ainsi les animaux errants pour les manger. Il existe même des récits de vente clandestine de chair humaine sur les marchés, soit de cadavres, soit pire, résultant de meurtres. Ces sombres témoignages montrent à quel point la notion de nourriture pouvait chuter lorsqu'il s'agissait de survivre. Heureusement, de tels extrêmes étaient rares. La famine était une catastrophe exceptionnelle. Pourtant, même hors des années de disette, de nombreux goûts douteux et risques attendaient le convive médiéval. Bientôt, vous apprendrez à quoi ressemblait la nourriture en temps normal, quand il n'y avait certes pas de famine, mais pas non plus de réfrigérateur, très peu d'épices et une hygiène défaillante. Si vous vous retrouviez dans une ville médiévale pour y déjeuner, il se pourrait que vous n'apprécieriez guère le repas, ou que vous tombiez même gravement malade. Les raisons en étaient de nombreuses: manque d'épices et d'assaisonnement, aucune méthode moderne de conservation et une hygiène lamentable. Résultat, des plats sans aucun goût, ou alors un goût tellement fort qu'il masquait l'avarie. Commençons par les épices. Aujourd'hui, nous avons chez nous du poivre, de la cannelle, du piment de la Jamaïque. Au Moyen Âge, les épices exotiques étaient en précieuses comme des trésors. Importées d'Orient à prix d'or, elles n'étaient accessibles qu'aux plus riches. Les gens ordinaires devaient se contenter de ce qui poussait dans les environs: oignons, ail, raifort, moutarde, herbes. Ce ne sont pas de mauvais condiments, mais honnêtement, la majorité des plats des pauvres étaient fades et insipides. La saveur typique de la campagne médiévale était aigre ou âpre. On utilisait beaucoup d'aliments fermentés, choucroute, cornichons, et du verjus, un jus acide de fruits encore verts, le plus souvent de raisins ou de pommes. Le verjus servait à relever les sauces et les bouillies. Lorsque vinaigre ou épices manquaient, il donnait un piquant acide au plat. Imaginez donc une sauce ressemblant à une bouillie d'avoine liquide, avec jus fermenté et herbes. Rien qui mettrait l'eau à la bouche d'une personne moderne. Un voyageur anglais du XVe siècle déclara même, de retour chez lui, qu'il avait mangé chez des étrangers une sorte de boue acide. Il faisait peut-être référence à ces sauces curry à base de pain, d'herbes et de fruits acides. Pour nous, ce serait à peine comestible. Un autre problème était la fraîcheur des aliments. Pas de frigo ni de congélateur. La viande devait être consommée aussitôt abattue, ou alors conservée, salée, fumée, séchée. La viande ou les poissons stockés étaient souvent trop salés pour durer. Avant l'usage, il fallait les faire tremper dans l'eau, mais même ainsi, imaginez donc un hareng salé depuis 1 mois, ce n'était guère délicieux. De plus, les gens du Moyen Âge ignoraient tout des micro-organismes. Ils savaient que les aliments avariés leur faisaient du mal, mais n'avaient pas de moyens d'y remédier. En été, la viande se gâtait beaucoup plus vite. Ce qui n'était pas mangé rapidement se mettait à sentir mauvais et à verdir. Vous savez ce qu'on faisait alors? On épiquait beaucoup et on faisait bouillir. Si la maîtresse de maison soupçonnait que la viande n'était pas fraîche, elle la jetait dans le chaudron, ajoutait oignons, ail, herbes et la faisait cuire longtemps, en espérant l'arranger. Si elle appartenait à une classe supérieure et avait accès au poivre ou à toute autre épice, elle couvrait généreusement le mets afin de masquer le goût avarié. Il existe un proverbe: les épices repoussent la mauvaise odeur. Et en effet, dans les cuisines des riches bourgeois et monastères, on consommait des tonnes d'épices, non seulement pour le goût, mais aussi pour masquer la viande légèrement passée. Un hygiéniste d'aujourd'hui lèverait un doigt horrifié, mais au Moyen Âge, cette pratique était courante. On croyait que les épices fortes et chaudes étaient bonnes pour le corps,
elles le chauffaient et aidaient à digérer. Alors on ne lésinait pas sur leur usage, quitte à couvrir la puanteur d'un rôti fatigué. L'hygiène des vendeurs et cuisiniers posait aussi problème. Dans la ville médiévale, on trouvait dans la rue une sorte de fast-food, un stand où l'on vendait des chaussons à la viande, des petits pains fourrés, de la soupe ou du ragoût au chaudron. Pour le voyageur pressé ou le pauvre sans cuisine, c'était l'idéal. Le souci, c'est que ces stands utilisaient souvent des ingrédients de qualité inférieure. Le marchand ambulant prenait des abats, des restes, et peut-être même la viande d'une bête morte de maladie, chose qui, ailleurs, aurait été jetée, et en faisait un ragoût. Il ajoutait beaucoup de poivre, s'il en avait, pour masquer le goût, et vendait ça à bas prix aux ouvriers. Ce n'était donc pas un hasard que, déjà au Moyen-Âge, on disait que « qui mange au marché s'attire la diarrhée ». Et ce n'était pas qu'un désagrément. Elle pouvait être mortelle, car une forte déshydratation était fatale sans soins modernes. À Paris, il existait des corporations et des règlements visant à contrôler la qualité de la nourriture de rue, et les chroniques mentionnent parfois qu'une patrouille confisquait de la viande avariée sur un marché. Mais tout surveiller était impossible. Donc imaginez un médiéval prenant un déjeuner rapide, puis souffrant une semaine de crampes, empoisonné par un chausson à la viande de chat errant. Oui, cela arrivait aussi. Certains chaussons contenaient des viandes interdites. En Angleterre, un cuisinier avait la réputation de mettre de la viande de rat dans ses tartes à la viande. Personne ne put le prouver, mais la confiance en fut ébranlée. L'eau posait aussi problème. Aujourd'hui, nous buvons au robinet, mais dans la ville médiévale, l'eau était souvent contaminée par les égouts. Boire de l'eau non bouillie était risqué. On le savait, même sans connaître les bactéries. D'où la préférence pour la bière. La bière alors n'était pas forte comme aujourd'hui. C'était une sorte de pain liquide faiblement alcoolisé, small ale. Tout le monde en buvait, des enfants aux vieillards, du matin au soir, car c'était plus sûr que l'eau. Évidemment, il n'avait pas de glace, donc la bière se dégradait vite et tournait. Mais une bière un peu aigre restait meilleure que l'eau d'un puits urbain plein de microbes. Le vin était coupé d'eau. On buvait aussi de l'hydromel ou du cidre, là où poussait du fruit. L'important était d'éviter l'eau pure. De façon paradoxale, les gens du Moyen Âge étaient donc souvent légèrement éméchés dès le matin, la bière étant partout, mais cela leur sauvait la vie. Le manque d'hygiène se manifestait aussi à la maison. Les gens mangeaient surtout avec les mains dans des plats communs. Avant de manger, on se rinçait parfois symboliquement les mains dans une bassine, mais le savon était peu utilisé. Au banquet, les doigts graisseux étaient essuyés sur de vieux morceaux de pain, sur la nappe ou directement sur les vêtements. Une plaisanterie de l'époque conseille à l'invité de ne pas s'essuyer les lèvres graisseuses sur la manche de son voisin, preuve que l'étiquette laissait à désirer. Cette attitude favorisait évidemment la propagation des maladies. Dans cette saleté, les parasites intestinaux prospéraient, les ténias du porc insuffisamment cuits ou les ascaris étaient courants. Après tout, qui pensait alors cuire le porc assez longtemps pour tuer les larves de trichine ? La viande était souvent mangée saignante, quand elle était fraîche et de bonne qualité, car on pensait qu'une cuisson trop forte détériorait les nutriments. Hélas, cela signifiait parfois qu'on avalait aussi des parasites vivants. À l'époque moderne, fin du XVIe et XVIIe siècle, on documente des cas de falsification des aliments. Les boulangers ajoutèrent de la craie ou des os moulus à la farine pour multiplier le pain et le blanchir. Les bouchers vendaient du cheval pour du bœuf. Les marchands de vin coupaient les tonneaux d'eau. Au haut Moyen Âge, de telles fraudes étaient punies par la municipalité. À Prague, par exemple, le coupage de la bière exposait à de lourdes amendes, et les boulangers qui trichaient sur le poids du pain pouvaient être exposés au pilori. C'est signe que la fraude existait bel et bien. Pour nos ancêtres, du bon pain était une question de vie ou de mort, et ils n'avaient pas de pitié pour les fraudeurs. On dit que l'expression anglaise « baker's dozen » vient de là,
Le boulanger livrait 13 pains au lieu de 12 pour ne pas être accusé de tromper les clients. Comme vous le voyez, le régime alimentaire courant au Moyen Âge comportait bien des pièges. Même sans famine, la nourriture pouvait être immangeable, monotone ou dangereuse pour la santé. Nos ancêtres étaient néanmoins robustes et avaient l'estomac solide. Et maintenant, vous vous demandez, et les riches, ne devaient-ils pas manger que des mets raffinés? Eh bien, oui et non. Bientôt, nous révélerons que même dans les festins des nobles médiévaux, on servait des plats qui nous soulèveraient aujourd'hui le cœur. Direction, les salles des chevaliers et les palais royaux pour goûter aux bizarreries gastronomiques de l'époque. Tandis que le paysan grignotait du pain dur dans les demeures aristocratiques, se tenaient d'opulents banquets à plusieurs services. Gardons en tête, même les plus riches étaient des enfants de leur temps et leurs goûts différaient fortement des nôtres. Ce qui leur semblait superbe et luxueux peut nous sembler aujourd'hui répugnant, ou tout du moins étrange. Le festin médiéval ne concernait pas seulement la nourriture, mais aussi le spectacle. Lorsque le roi ou un grand seigneur invitait ses hôtes, il souhaitait les impressionner. Par le nombre de plats, les saveurs exotiques et le dressage spectaculaire des mets. Les cuisiniers devenaient artistes, voire illusionnistes. Prenons le cygne rôti. Les cygnes étaient alors propriété du souverain, aujourd'hui protégé, jadis symbole du pouvoir royal et friandise d'exception. Au XIVe siècle, on servait couramment du cygne aux banquets royaux en Angleterre. Il y avait 2 recettes principales. Selon l'une, on cuisait et hachait les abats du cygne, foie, gésier, etc. On les mélangeait à des miettes de pain, du gingembre, un peu de sang et de vinaigre. On obtenait ainsi une épaisse sauce épicée, versée sur la viande. L'autre procédé était encore plus spectaculaire. Le cygne était dépecé avec ses plumes, la viande rôtie à la broche. Puis une fois cuite, le cuisinier redrapait sur la volaille la peau et les plumes d'origine. Sur la table, on présentait donc un cygne apparemment vivant, tout en plumes, noble, alors qu'à l'intérieur, c'était un rôti tendre. Les convives s'extasiaient. Songeons à la scène, des plats dorés, un cygne remarquable parmi eux. Et lorsqu'on le découpait, une chair parfumée à l'intérieur. Pour le noble médiéval, c'était le sommet du luxe. Bizarre pour nous, n'est-ce pas? Soit dit en passant, la viande de cygne ne serait pas particulièrement savoureuse. Elle est coriace et forte en goût. Les gens d'alors l'appréciaient, cependant, surtout couverte d'une sauce épicée à base de ses abats. Le paon était une autre délicatesse servie avec ses plumes. Les paons ont de magnifiques plumes irisées, et les hôtes voulaient les montrer dans toute leur splendeur. On aurait rôti les paons comme s'ils étaient vivants, dressés sur leurs pattes avec la queue déployée, ce qui devait être difficile à présenter. Sa chair était réputée se conserver longtemps. Une chronique rapporte qu'un paon était encore comestible 30 jours après le banquet. Difficile de savoir si c'était testé ou exagéré. Quoi qu'il en soit, le paon était davantage décoratif. Parfois, on badigeonnait le paon d'alcool avant de le servir et on l'enflammait, si bien que dans la pénombre entrait un paon flamboyant. Les plumes chatoyaient. Imaginez le regard ébahi des invités. Le dîner équivalait alors à une mise en scène théâtrale. Des idées encore plus folles apparaissaient avec les plats dits vivants. Les cuisiniers se demandaient quoi de plus amusant que de la nourriture qui semble vivante, de la nourriture qui l'est réellement. Ainsi naquirent des mets curieux, comme la poule chantante, une recette où on liait le cou du poulet avec du soufre et du mercure. Chauffé, il dégageait un gaz produisant un son strident, donnant l'illusion d'un poulet rôti qui chante. Ou le truc avec le feu. À un porc ou une volaille, on mettait dans la gueule un bout de ouate imbibé, puis on l'allumait, on jurait que l'animal crachait du feu comme un dragon. Un noble italien aurait servi un poisson dont la gueule lançait des flammes, grâce à l'alcool. Plus loin encore, on utilisait des animaux vivants. Une blague populaire était la tarte vivante. Imaginez une immense tourte ou tarte. Les invités la découpent avec enthousiasme, et soudain en jaillissent des grenouilles ou des oisillons vivants sur la table.
Les grenouilles bondissantes mettèrent le tumulte, les dames criaient, les seigneurs riaient, les domestiques couraient après les animaux dans la salle. Succès garanti. Les convives s'amusaient. Un hygiéniste moderne frissonnerait, mais à l'époque, c'était un sommet d'humour. Ces scènes d'oiseaux sortant d'une tarte figurent même dans les comptines pour enfants. 420 blackbirds baked in a pie. Parmi les autres curiosités, les nobles aimaient aussi manger des animaux rares ou insolites. Par exemple, la lamproie, un poisson allongé au museau denté circulaire rappelant une sangsue. Cet étrange poisson, qui suce le sang d'autres poissons, peut nous donner la nausée de vue. Il sort tout droit d'un film d'horreur. Mais dans les villes d'Angleterre médiévale, la lamproie était un délice réputé, surtout les jours maigres, les jours sans viande, car le poisson était permis, même si c'est vraiment un parasite. Les rois d'Angleterre aimaient tant les lamproies qu'ils s'en faisaient livrer des tonneaux de contrées lointaines. Le roi Henri Ier serait mort pour en avoir trop mangé. Il en aurait consommé tant d'un coup que cela lui causa une crise digestive fatale. Peut-être fût-ce une infection, ou la goutte, mais la légende dit « Ces précieuses lamproies l'ont tué ». Voilà une fin de vie, aujourd'hui bien grotesque. En carême, par exemple, les 40 jours précédant Pâques, il était interdit de manger toute viande de quadrupède ou de volaille, mais les riches raffinés ne l'acceptaient pas, d'où une théologie imaginative. L'Église interdisait la viande, mais autorisait le poisson. Donc on commença à se demander, qu'est-ce qui pourrait être déclaré poisson ? Le castor vit dans l'eau, et a une queue plate et écailleuse. Voilà un poisson, non ? Ainsi, le castor devint autorisé en carême, surtout la queue et sa chair grasse, qui avaient un goût de poisson. Dans les monastères du nord de l'Europe, on élevait les castors dans des étangs à cet effet. Idem pour une sorte d'oie, Cephoia la bernache. Comme personne ne les avait jamais vues nicher, elles nichaient loin au nord. Une légende naquit qu'elles se développaient, spontanément sur les rochers en coquillage. Si elles ne naissent pas comme des oiseaux, alors elles ne sont pas vraiment oiseaux. Donc c'est un animal aquatique, presque un poisson, et l'on pouvait le manger en carême. Ce raisonnement paraît drôle, mais l'Église fermait souvent les yeux. D'ailleurs, au XVIIe siècle, le pape autorisa officiellement la consommation du castor en carême, ceci après le Moyen Âge, mais avec la même mentalité. Une bizarrerie sont les fœtus d'animaux. Peut-être cela vous surprendra, mais pour certains membres de l'élite, les petits non encore nés étaient vus comme une sorte de viande ambiguë. Par exemple, les fœtus de lapin, les lapros, prélevés dans la lapine enceinte, étaient vus comme plats de carême, car techniquement, il ne s'agissait pas encore d'un animal né sur terre, donc pas de la viande. On les appelait loris, les riches ecclésiastiques, en raffolaient pour égayer le carême. Imaginez la cruauté. On tuait une lapine gestante, on sortait une grappe de lapro nue et minuscule, qu'on cuisinait dans une sauce au vin. Aujourd'hui absolument inacceptable, mais à l'époque un délice, pour aider à passer le carême. Parfois, on servait de même les fœtus de porc, quand on abattait une truie enceinte. Les petits étaient rôtis comme friandises tendres au lieu d'être jetés. Pourquoi gaspiller ce qui peut se manger ? Vous devinez maintenant que la noblesse médiévale ignorait le dégoût. On consommait aussi toutes sortes d'abats. Ce que les pauvres mangeaient par nécessité, abats de porc, cœur, foie, estomac. Les riches en faisaient des délices. Un plat célèbre était la tourte d'abat, humble pie, une farce d'abat de cerf, foie, poumon, rein, en croûte. Servi après la chasse, la viande noble cuite pour les maîtres, les humbles, abats, épicés et cuits dans une pâte pour la domesticité. À force, les seigneurs s'y sont mis, et ont eux aussi mangé la humble pie, d'où peut-être l'expression to eat humble pie, manger humblement. Ces mélanges d'abats étaient prisés. Par exemple, en Bohême existait une soupe appelée pokrutis, bouillon, de toutes sortes d'abats de porc et de sang, épaissi à la semoule. Un goût marqué, soupe rouge sombre de sang, pas vraiment ce qu'on commanderait volontiers aujourd'hui. Mais nos ancêtres en raffolaient.
Le haggis, fameuse spécialité écossaise à base d'abats de mouton, cœur, foie, poumon, cuit dans la panse, est aussi d'origine médiévale. C'était alors un moyen de consommer vite les parties les plus périssables, les abats, et de ne rien perdre. Assaisonné d'épices, mélangé à des céréales, flocons d'avoine, cela donnait un plat rassasiant et relevé. Pour bien des gens d'aujourd'hui impensable, pour l'Écossais une friandise toujours actuelle. Même les déchets trouvaient leur usage. Dans les livres de cuisine médiévaux anglais, il existe une recette nommée garbage, ordure. Ce n'était pas la poubelle, mais un ragoût de restes de poulet. Tête, pattes, abats, foies et gésiers, le tout cuit avec des épices, poivre, cannelle, girofle, herbes et épaissi de pain. Résultat, un ragoût foncé des restes qui auraient été perdus. On le servait avec du vinaigre de vin ou du verjus pour l'acidité, et c'était un plat apprécié dans les cours royales, peut-être pas pour le maître d'honneur, mais pour la petite noblesse ou la seconde table. Aujourd'hui, qui voudrait d'un ragoût d'ordure? Mais au Moyen Âge, les standards étaient différents. Ce qui était le pire plat pour l'un était tout de même mieux que rien à manger. Nous avons évoqué les épices. Les riches s'offraient des orgies de saveurs. Dès le XVIe siècle, avec l'importation de sucre à meilleur marché, ils sont devenus fous de sucreries. Mais dès le bas Moyen Âge, on connaissait déjà les combinaisons sucrées-salées, qui nous paraîtraient étranges aujourd'hui. La viande au banquet était souvent saupoudrée de sucre et recouverte de sauces sucrées au miel et fruits secs. Imaginez un poulet rôti sur lequel on met de la cannelle et du sucre. C'était un régal. Naturellement, le sucre était si cher que seuls les plus aisés pouvaient se le permettre et s'en vantaient ensuite par leurs dents cariées comme signe de richesse. Dents noires, quoique elles mangent des douceurs. Ah, les moyens. Pour nous, c'est un repoussoir, mais à l'époque, plus la dentition était gâtée, plus la dame était noble. Et les boissons? Nous avons parlé de la bière. Chez les riches, on buvait de la bière forte et du vin à flot. Mais il leur arrivait aussi de faire des expériences. Par exemple, la bière au coq, coq ale, une recette curieuse d'aromatisation. Prenez un coq entier, faites-le bouillir, hachez-le, os, chair, tout. Mélangez avec raisins secs, dattes, une pincée de muscade et de cannelle. Emballez cette bouillie dans une toile et plongez-la dans un tonneau de bière. Laissez infuser une semaine, puis transférez la bière en pichet et faites vieillir un mois. Résultat, bière à l'extrait de poulet, sucrée par les fruits secs, parfumée aux épices. Ce serait fortifiant. Et par exemple, on en donnait aux femmes après l'accouchement pour retrouver des forces. Franchement, qui boirait aujourd'hui une bière au poulet? Mais au Moyen Âge, ces curiosités attisaient la curiosité. Et qu'en est-il des animaux que nous considérons aujourd'hui comme compagnons ou nuisibles? Oui, eux aussi finissaient au menu, parfois par bravade, parfois par faim. Le chat n'était pas couramment mangé, l'Église le réprouvait, le chat étant vu plutôt comme chasseur de souris, ou pire, lié aux forces maléfiques. Mais une recette de chat rôti a traversé les siècles dans une cuisine médiévale italienne ou catalane. Le cuisinier y conseille: prends un matou, coupe-lui la tête, ne la mange pas. On disait qu'on deviendrait fou. Superstition selon laquelle le cerveau de chat rend fou. Ensuite, écorche et vide l'animal. Et là, attention, il ne faut pas le cuire immédiatement. Il faut l'enterrer un jour et une nuit. Pourquoi? Peut-être pour l'attendrir, le laisser reposer. Euphémisme pour début de décomposition qui attendrit la chair. Après un jour sous terre, on le déterre, on le lave, puis on le rôtit à la broche, ou on le fait cuire dans un bouillon à l'ail. On dit que ce n'était pas mauvais, mais il fallait dépasser la barrière psychologique, manger la chair d'un animal qui partage la maison. Cette recette n'a évidemment pas dû voir le jour en période de famine, qui s'embêterait ainsi en ayant faim. Mais à titre de curiosité ou de défi, regardez, je mange même du chat. Succès garanti à la cour. Un autre plat insolite était le hérisson. Oui, le mignon petit hérisson du bois.
pas de problème pour le cuisinier médiéval qui veut, trouve la recette. Les livres de cuisine conservés donnent que la marche à suivre. Saigner le hérisson, pour en extraire le sang. Le dépecer, ou lui ôter les piquants. Le vider, puis le farcir comme un petit cochon de lait. Recoudre, badigeonner de sein doux. Cuire au four ou à la broche jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Servir avec une sauce cameline, sucrée épicée, faite de vin, amandes et cannelle, ou l'emballer dans une pâte et le faire cuire comme un pâté. Cela paraît incroyable, mais on ferait ainsi. Peut-être l'idée vient-elle des Roms qui mangeaient et mangent toujours le hérisson. Eux l'enduisent de terre et le font cuire sous la cendre. Le piquant s'arrache avec la terre. La chair de hérisson était jugée médicinale. La médecine médiévale attribuait aux hérissons, surtout leur graisse et abats, des vertus contre le mal de gorge ou la lèpre. Ainsi, un chevalier au mal de gorge n'hésitait pas à tenter le hérisson rôti en guise de remède. Remède extrême, mais la croyance aux miracles médicaux était forte. Il y avait aussi des animaux comme les grenouilles, escargots et limaçons, surtout consommés par les moines, à cause du carême, considéré comme aquatique. La bouillie d'escargots se cuisinait en France depuis le Moyen-Âge, et on les mange encore, donc cela ne nous choque pas tant. Mais que dire des serpents et lézards? Eux aussi étaient parfois mangés, surtout dans les régions méridionales. Lézards séchés réduits en poudre comme fortifiants, chair de serpent en remède. Mais là, plus que de la cuisine usuelle, c'est du folklore médical. Bref, l'imagination ne connaissait pas de limites. Les gens du Moyen-Âge mangeaient presque tout ce qui était disponible, que ce fût bon ou jugé salutaire. Les pires plats relevaient souvent de la survie. Galettes de fortune faites d'écorce, viande moisie en temps de famine, ou du prestige ou du défi. Mange ce que personne ne mange, goûte le hérisson pour prouver ta bravoure. Peut-être sommes-nous choqués par ces plats aujourd'hui, mais pour eux, c'était la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons au supermarché et choisissons au milieu de l'abondance. Rarement avons-nous peur de manquer. Le plus souvent, nous choisissons par goût. L'homme du Moyen-Âge n'avait pas cette chance. Il devait être sobre, résistant, souvent ingénieux. Les pires plats du Moyen-Âge nous prouvent justement cette inventivité. Nos ancêtres utilisaient encore presque tout ce que la nature leur offrait. Rien n'était jeté, ni les abats, ni le sang, ni les morceaux que nous jetons aujourd'hui sans hésiter. En cela, nous pourrions même apprendre d'eux. Le monde moderne gaspille, alors que le cuisinier médiéval savait transformer des déchets de poulet en ragoût et une panse de mouton en plat de fête. Mais réjouissons-nous de vivre aujourd'hui. Nous n'avons pas à manger de la farine de gland si le blé manque une année. Nous n'avons pas à craindre de mourir d'une tarte achetée sur le marché, même si, attention à la date limite. Nous pouvons apprécier de la viande fraîche et contrôler, plutôt que de deviner si elle ne sent pas un peu les œufs pourris. Et si nous désirons des épices exotiques, elles ne coûtent pas une fortune. Aujourd'hui, le poivre est une épice banale, alors qu'il valait jadis son pesant d'or. Pourtant, certains goûts médiévaux subsistent encore aujourd'hui. En Écosse, le haggis évoqué, chez nous, le boudin et l'andouille, la choucroute ou les escargots en France. Ce qui était autrefois la nourriture des pauvres, ou des burks, abats, peut être aujourd'hui vu comme une délicatesse régionale. Et à l'inverse, ce qu'un riche médiéval adorait, par exemple la cigogne rôtie ou le cygne, nous ne le mangerions plus, et la loi ne nous le permettrait pas. Louis, techniques et goûts ont changé. Imaginez, lors d'un mariage moderne, quelqu'un apportant un gâteau d'où s'envolent des oiseaux vivants. Cela ferait davantage scandale qu'applaudissements. Réfléchir aux pires plats du Moyen-Âge nous aide à apprécier ce que nous avons dans l'assiette. Nous bénéficions de variété, d'hygiène, de réfrigérateur, de connaissances nutritionnelles. La prochaine fois que vous râlerez devant une soupe fade ou un pain de 2 jours, pensez à nos ancêtres qui devaient choisir entre manger un pain de seigle moisi contenu de sciure ou n'avoir rien du tout. Sur l'échelle de l'histoire, une simple tranche de pain et de beurre est alors déjà un festin. Merci d'avoir suivi cette aventure dans la cuisine médiévale jusqu'au bout.
Si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, merci de mettre un like et de la partager avec vos proches. Cela me fera plaisir et aidera d'autres curieux à s'intéresser à l'histoire. Et à bientôt pour un autre sujet passionnant.